sommes le 20 avril. Et ça y est, me voilà de l'autre côté. Je traverse enfin l'un des plus grands mystères de la vie. Je goûte à l'expérience ultime. Qu'ai-je laissé derrière moi? Quelle fut mon empreinte sur le monde? Mais surtout, qu'est-ce qui se trouve au bout de ce tunnel? On parle de portes, de couloirs qui relient les univers entre eux. Aujourd'hui, j'en ouvre un de plus. Un passage vers le grand après. Mon grand après. J'ai commencé les insomnies très jeune, avant mes 10 ans. Dès que j'ai su qu'on allait tous y passer sans exception, ça a commencé à me ronger. Une fois seul, dans l'obscurité, cette idée tournait en boucle dans ma tête. À peine vivant que la mort soufflait déjà à mon oreille. J'étais en permanence inquiet de la santé de mes proches. Cette idée que ma famille allait y passer avant moi, et que d'autres gens que j'aime allaient forcément me voir partir un jour, monopolisait bien trop mon jeune esprit. Je sentais la lourdeur d'une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, et certaines de mes actions étaient ralenties ou polluées par cette idée oppressante que, si la fin est inéluctable, eh bien, la vie est injuste et absurde. J'en ai encore le vertige. C'était si présent que j'avais parfois l'impression d'être déjà mort à l'intérieur. La mort est une malédiction. Cela requiert toute une sagesse, tout un romantisme de finir par l'accepter. Pour le moment, la science ne sait pas faire. Notre intelligence s'est développée à un tel point que l'on a su prolonger notre espérance de vie, dominer les autres espèces, aller dans l'espace. On a même créé l'art. Mais tout cela ne nous empêche pas de glisser doucement. Quoi qu'il arrive, au bout, il y a le silence. Est-ce pour autant que j'espère un futur où l'on dira « Vous vous rendez compte qu'avant les gens mouraient ?» Je ne sais pas. La mort fait partie de la vie, et il faut apprendre à coexister avec elle. Puisqu'elle fait partie de la vie, la mort se retrouve dans de nombreux panthéons, à l'instar de Freya, la déesse de l'amour dans la mythologie scandinave, ou encore Chronos, dieu de l'espace-temps chez les Grecs. Comme tous les grands mystères du cosmos, la mort fascine, même si dans notre civilisation occidentale on a tendance à la cacher et à en faire un sujet tabou. Que ça soit sous forme de dieu, ou en lui donnant l'apparence d'entité vivante, la mort, selon les civilisations, revêt de nombreux habits. La musique métal pioche allègrement dans ses représentations, et l'imagerie macabre et mortifère que renvoient de nombreux groupes a un effet attractif. Quand des albums en viennent à aborder les thèmes de l'histoire, c'est souvent par le biais de la guerre, de la religion et de la mort. Même quand il s'agit de partir en exploration chez les civilisations les plus lointaines de nous, historiquement et géographiquement, la mort rôde, la mort trône. Quand on remonte les traces de l'humanité, faire intervenir la mort de manière aussi frontale et régulière dans sa musique, c'est comme lui faire porter l'intégralité du poids de l'histoire. Si cela permet de poser un décor lugubre et solennel, chez certains, elle est brandie comme un étendard. Il s'agit simplement de dresser un listing pour y déceler une véritable fascination. Ce sont les mots Black et Death qui ont le plus d'occurrences sur le site Metal Archives. On y dénombre également 11 Hadès et 33 groupes avec le nom Hadès dedans. Hadès est le dieu des morts et des enfers dans la Grèce antique. On compte également 17 Anubis et 10 qui contiennent le nom du dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs. Odin, qui est entre autres le dieu scandinave des morts tombés au combat, n'est référencé que 2 fois, mais 13 groupes ont inclus ce dieu dans leur patronyme. L'Ankou, personnification de la mort dans les légendes bretonnes et hérité des panthéons gaulois et celtiques, apparaît quant à lui 3 fois. Tout cela sans compter les noms d'albums, les titres de morceaux et les paroles de chansons. La mort encapuchonnée, que ce soit en référence à l'Ankou ou à la plus populaire Faucheuse, reste la représentation la plus exploitée sur les pochettes d'albums. Certains, comme Grim Reaper, en ont fait une mascotte colorée presque sympathique, alors que celle que l'on retrouve sur les pochettes de Children of Bodom fait référence à une affaire criminelle très médiatisée en Finlande depuis les années 60, au cours de laquelle 3 adolescents qui campaient au bord du lac Bodom ont été tués. Si les suspects furent nombreux, personne n'a été désigné coupable de ces meurtres à l'issue des différents procès. Le seul survivant du drame, Nils Gustafsson, après s'être remis de sa commotion cérébrale et de son état de choc, déclara avoir vu cette nuit-là des yeux noirs et rouges vifs venir vers eux. La faucheuse aura d'ailleurs attrapé bien trop tôt le populaire chanteur-guitariste du groupe, Alexis Laiho, en décembre 2020, à l'âge de seulement 41 ans. La mort, vue sous le prisme des différentes civilisations, ne revient pas que sous forme de clin d'œil. C'est un peu le gimmick pompeux pour se créer une aura sombre et mystérieuse, mais elle peut constituer aussi tout le socle thématique de groupes et d'albums.
Le groupe de black metal tchèque Deskarma est très précis et jusqu'au boutiste avec le sujet, puisque chacun des morceaux de leurs 2 albums décrivent des rites funéraires traditionnels venant des différentes époques et contrées. L'instrumental Japan The Sea of Silent Trees a été inspiré par Aokigahara, cette mystérieuse forêt des suicides située au pied du mont Fuji, connue depuis les années 50 pour être un lieu où de nombreux Japonais viennent mettre fin à leur jour. Le morceau Madagascar Famadiana parle du Famadiana, ou du retournement des morts, rite traditionnel que l'on retrouve principalement dans les hautes terres de Madagascar, qui consiste à exhumer les morts, les porter et les faire danser. Tibet Sky Burial fait référence aux illuminations célestes tibétaines, appelées Jator, ou dispersées par les oiseaux. C'est une méthode d'élimination des corps extrêmement sanglante qui consiste à découper les cadavres, puis à les exposer à l'air libre afin qu'ils soient dévorés et digérés par les vautours. Kansu, dans l'album The Sun Protectorate, donne une version cosmique et plus futuriste de ce rituel via le morceau Jator Ascension et un visuel explicite. Les 14 titres qui composent ce diptyque des paysans sont un moyen de nous rendre compte, un peu comme un livre d'histoire spécialisé, que les rapports à la mort selon les pays et les époques peuvent être bien différents. Deskarma rend hommage à la multiplicité de ces coutumes via une musique transcendante et tribale. Les coutumes de ces civilisations nous paraissent tellement lointaines et sauvages pour certaines qu'elles questionnent nos propres fonctionnements et en viennent à nous fasciner. C'est directement le cas pour les Mayas par exemple, qui pensaient que la mort était l'œuvre de dieux affamés. Pour les nourrir, ils commencèrent par sacrifier des animaux, puis après plusieurs périodes de guerre avec d'autres tribus d'Amérique, ils se mirent à sacrifier des prisonniers, des esclaves et parfois même des enfants illégitimes. Notre Moyen-Âge européen n'a rien à envier à ce niveau-là puisque d'innombrables méthodes de torture et de mise à mort, tout aussi inventives que cruelles, ont été employées durant cette époque. Quasiment aucune culture n'est en reste quand il s'agit d'en extraire sa part la plus sombre, ce qui n'aide pas forcément à laver certains clichés. Le vaudou par exemple, qu'on assimile à raison à de nombreuses pratiques occultes, a infusé la culture populaire sans qu'on ne s'en aperçoive vraiment. Les zombies, qui grouillent désormais partout dans la pop culture, sont une inspiration directe de ces victimes de sortilèges vaudous permettant de ramener les morts à la vie ou de détruire la conscience d'un individu. De manière générale, et quelle que soit leur forme, les zombies et les fantômes sont souvent invoqués dans le métal. Les revenants ont ça de fascinant et effrayant qu'ils sont des âmes errantes coincées ici-bas. Ils sont les témoins d'un passé obscur qui hante les lieux et les esprits. Le métal tend à nous faire visiter toutes les époques de l'humanité par le prisme de la mort et des ténèbres. Tous ces retours possibles dans le passé montrent que la mort n'est bien que le problème des vivants, qu'au cours du temps, nous avons eu recours à bien des rituels, qu'ils soient pratiques ou religieux, pour endosser le départ de nos semblables. Le métal a de ça d'étrange et attirant que c'est la seule musique actuelle qui continue autant à chanter les morts. Il n'est vraiment pas rare d'entendre dire d'un amateur de musique métal qu'une chanson ou un album lui ont permis de venir se pencher sur des personnages ou des dates précises de l'histoire. Et c'est bien souvent par le penchant sombre de l'humain que sont rapportés les faits, allant d'événements tragiques à la résonance universelle, à des faits divers sordides plus confidentiels, signe, encore une fois, d'une certaine obsession pour les ténèbres. La guerre est un sujet phare dans toutes les branches du métal, et ce depuis que le rock existe, puisque toutes les régions du monde en portent les cicatrices, et qu'elle est probablement l'un des plus gros propagateurs de mort sur Terre, c'est aussi sous forme de contestation que les artistes s'approprient le sujet. Seulement chez certains, le propos est parfois tellement esthétisant, et la fascination qu'ont les musiciens pour les drames de l'histoire est tellement palpable, surtout dans les styles de métal extrême, qu'il est légitime de se demander quel message recèle véritablement l'œuvre qu'on est en train d'écouter. Faisant abstraction de ça, ce sont bien souvent les aspects sales et mortifères de la guerre qui ressortent immédiatement des pochettes d'albums, des clips, de la musique et des paroles. La musique elle-même est parfois tellement extrême et brutale qu'elle semble vouloir transposer l'horreur d'un champ de bataille ou d'un monde totalitaire. Sur Panzer Division Marduk, ce sont des samples de tirs, d'explosions et d'avions de guerre qui viennent entrecouper la déferlante de blast beats et de hurlements inhumains. Si le métal permet de se replonger dans de grandes fresques historiques, certains artistes préfèrent mettre le focus sur des épisodes plus mineurs, des personnages plus secondaires, plus oubliés, des protagonistes de notre histoire qui, bien entendu, se sont appliqués à répandre la terreur et la mort sur leur chemin. La tristement célèbre comtesse hongroise Elisabeth Báthory a donné son nom à un groupe culte de black metal et à un morceau incontournable des pionniers du genre, Venom. Issue d'une famille princière hongroise, elle fut surnommée la Dame Sanglante après avoir été accusée de meurtre et de torture sur des centaines d'individus. Les sévices qu'elle aurait fait subir étaient particulièrement vicieux et cruels, allant de la torture physique
morsures au visage, brûlures, mutilation des parties génitales, à la mise à mort par le froid ou la dénutrition. Les chefs d'accusation sont cependant discutés par certains historiens, du fait qu'il n'existe pas de preuves en dehors de témoignages obtenus sous la contrainte ou la torture. Mais le frisson que provoque la simple évocation du nom Bathory est suffisant pour susciter le malaise. Même si pour les amateurs de musique métal, cela fait de suite écho à du proto-black metal vif et méchant, ou aux sagas vikings du même groupe. Sur son premier album, Executor tire le portrait d'Hélène Gégado, une empoisonneuse bretonne du 19e siècle ayant attenté à la vie de 97 personnes, dont 60 qui ont succombé, faisant d'elle la plus grande serial killeuse française connue. Nourrie de légendes de la Basse-Bretagne, elle aurait été traumatisée par le personnage de Lonkou, et en serait devenue l'incarnation pour surmonter sa peur. Vlad III Bazarab, surnommé l'Empaleur, celui à qui doit son nom le légendaire Dracula, est également un personnage historique qu'il nous arrive de croiser. Les récits ultra sanguinaires comptant les méfaits du prince de Valaki sont nombreux. Il aurait systématiquement fait écorcher, bouillir, décapiter, aveugler, étrangler, pendre, brûler, frire, clouer, enterrer vivant, mutiler atrocement et bien sûr empaler tous ses contradicteurs. Le black metal se sera bien entendu fait un plaisir de venir nous rapporter les joyeuses histoires du Vlad Tepes et d'en utiliser sa figure. On pourrait sans trop de difficulté continuer d'enchaîner les exemples du genre tellement la musique métal se plaît à déterrer ces funestes histoires, parfois avec un vrai souci d'historicité, puis d'autres fois par provocation facile. Notre société occidentale a plutôt tendance à cacher la mort. Au-delà des problématiques évidentes d'hygiène, on a un rapport prude et lointain avec elle, plus qu'à certaines époques et plus que dans certains autres continents. Les morts, ce sont des statistiques dans les journaux, des publications sur les réseaux sociaux, et à de très rares moments de notre vie, un corps arrangé et froid dans une boîte. On cache la vieillesse, on baisse les yeux quand on croise un mendiant qui a faim, on a du mal à aller voir nos proches quand ils sont à l'hôpital. Nous nous confrontons peu aux affres de la vie, et c'est peut-être parce que nous faisons si peu face aux ravages de la faucheuse, que choisir de mettre au premier plan de son œuvre de la violence brute et de la décrépitude passe pour un acte transgressif. Dès sa naissance, le métal fut accompagné d'un décorum inspiré par le cinéma d'horreur. Black Sabbath tire son nom d'un film de Mario Bava sorti en 1963, et Alice Cooper n'a eu de cesse de se produire en costume d'Halloween. Il se fait même régulièrement décapiter sur scène durant ses concerts. Depuis, toute une frange de la scène métal hurle son amour pour les films d'épouvante et le cinéma bis. Aucun genre n'y échappe, le heavy, le thrash, le death, le black metal et le doom ont tous des groupes de référence qui revendiquent leurs inspirations cinématographiques horrifiques. Et il y a là un parallèle à faire sur la façon dont la violence et la mort sont traitées par ces deux arts. Même si cela semble s'être calmé aujourd'hui, le cinéma d'horreur et le métal ont souvent été pointés du doigt pour traiter des sujets tabous que nos sociétés puritaines s'efforcent de cacher en temps normal. La violence et la mort, montrées de manière crue et frontale, font partie des codes. Si pour ces deux arts, les sous-genres se sont suffisamment étoffés pour que beaucoup y trouvent leur compte, il y a, à la base, une volonté d'infliger une forme de violence au public, faire ressurgir chez lui un certain état primaire. En explosant les normes de bienséance, on retranche le spectateur dans une zone d'inconfort qui peut lui faire remonter des questions qu'on s'interdit parfois de poser. Si certaines conventions sont importantes pour l'organisation de notre société, elles nous protègent, nous coupent d'une violence qui existe bel et bien. Derrière une forme hermétique, choquante ou très cheap, se cache un véritable propos artistique. Que ce soit dans les films ou sur les pochettes d'albums, la mort prend alors des apparences multiples. Dans le death metal et surtout le brutal death et le slam death, ça doit être le plus spectaculaire possible, avec des gerbes d'hémoglobine, des corps déchiquetés, entassés, empilés, des fluides de toutes les couleurs, le tout dans une dynamique explosive. Quand ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui se font subir toutes sortes de sévices, ce sont des créatures démoniaques ou des aliens qui se sont donnés pour mission d'annihiler l'espèce humaine. Si la mort et la désolation restent centrales, il y a une telle richesse esthétique, un tel soin apporté au graphisme, qu'il ressort de toute cette brutalité une beauté certaine. Dans un penchant moins graphique, d'autres artistes apportent cette touche baudelairienne plus subtile, des groupes qui misent généralement plus sur les ambiances que le déferlement de notes. Visuellement, il se dégage de ces artworks une élégance macabre tutoyant la vanité, un pessimisme grandiose, proche de ce qu'a pu proposer un Benchinsky dans ses heures les plus sombres. Le death, le doom death, le black et le black death metal sont probablement les sous-genres les plus aptes à porter ces couleurs. Le penchant moins glamour et plus nihiliste de ces artworks est allé chercher dans le gore grind. À l'instar des snuff movies interdits, les pochettes sont composées de photos d'accidents, de scènes de crimes, de chirurgie. Si certains rentrent dans cette escalade de la violence par provocation puérile, ou simplement pour perpétuer une tradition, ces images nous rappellent à chaque fois que nous ne sommes que des bêtes vulnérables, faites de chair et de sang.
Toujours dans le gore grind, plus groovy et accessible cette fois, mais aussi souvent dans le thrash et parfois le death. On peut avoir cet aspect plus cartoonesque ou comics, ce qui n'enlèvera rien au message véhiculé, au contraire, comme l'a montré l'incontournable Ed Repka, au pinceau pour des covers d'albums tels que Leprosy, Dead Again ou encore El Rostro de la Muerte. Si ce sont souvent des scènes de mort qui sont dépeintes sur ces visuels, leur aspect caricatural vient tout de même désamorcer la violence de l'impact, sans pour autant la vider de son sens. On se moque des colporteurs de mort, de la mort elle-même, comme une prise de hauteur, comme si les artistes arrivaient finalement à la dompter, comme savent le faire beaucoup de réalisateurs de films d'horreur. D'ailleurs, quand on se penche sur les mascottes de groupe, même celles qui nous sont le plus familières, elles ont toujours trait à la mort. Soit elles la provoquent avec leur dégaine de méchants de slasher, soit elles la portent en elles avec leurs allures de zombies ou de créatures directement en provenance des enfers. Le doom metal sombre moins dans ce spectacle tape à l'œil, mais assume fortement également tout son amour du film horrifique, fantastique et plus généralement du film de genre, en plaçant dès que possible des références parfois pointues. Quand les clichés promotionnels ne sont pas shootés dans une crypte ou un cimetière, ce sont les lumières qui sont inspirées des vieux giallos italiens. Quand ce ne sont pas directement les pochettes d'albums qui tentent d'imiter les affiches de vieux films des années 60-70. En empruntant à l'esthétique des pompes funèbres et des cimetières, crânes, squelettes, cercueils, pierres tombales, symboles ostentatoires imposants, le doom metal, mais aussi certains groupes liés au mouvement gothique, cherchent alors à accompagner leur musique de symboles puissants, évoquant immédiatement la mort. La mort dans ce qu'elle peut avoir d'esthétique et mystérieux, intangible et reposant. Il a d'ailleurs émergé du doom metal, un sous-genre qui pousse encore plus à l'extrême la thématique de la perte, de l'absence, du vide. C'est le funeral doom. Musicalement, la lenteur et la lourdeur atteignent leur dernier retranchement, comme pour essayer de connecter avec le néant et le vide horrible qu'il suppose. Le black metal se joue également du conformisme, et le fond se couplera à la forme de la plus inattendue et chaotique des manières. Le black metal franchit plusieurs fois les frontières du grotesque, comme le souligne lui-même Necro Butcher, bassiste de Mayhem, quand on le questionne sur ses têtes de porc empalées sur le devant de la scène lors de ses concerts. L'usage de vrai sang et d'animaux morts peut faire partie des rituels scéniques. Avant ses prestations, Dead, l'historique chanteur de Mayhem, respirait un sac contenant le cadavre pourrissant d'un oiseau. Watain, eux, s'enduisent de sang de porc avant leur concert afin de propager l'odeur de la mort. Si sous un certain angle il sombre dans le risible, le black metal tend tout de même à renvoyer une image plus froide, mystérieuse et solennelle, plutôt opposée aux extravagances qu'on accole au cinéma d'horreur. Cependant, certains membres de la scène norvégienne du début des années 90 ont parfois laissé entendre que le cinéma horrifique faisait bien partie de leurs références culturelles. Certains avaient même développé une fascination pour les serial killers. Seulement, le climat bouillonnant qui régnait dans ce microcosme de jeunes hommes en quête d'extrême et de frissons en poussa plusieurs à faire exploser les limites de l'acceptable. Si la mort donne son nom au death metal, c'est le black metal qui emportera véritablement l'insigne. Le 8 avril 1991, Dead se tire une balle dans la tête à l'âge de 22 ans, ses camarades ayant pris soin de prendre son cadavre en photo pour en faire une pochette de bootleg live. Ils ont même fait courir la rumeur que des bouts de crâne auraient été récoltés pour en faire des colliers. Le 21 août 1992, Faust, batteur d'empereur de l'époque, assaille un homme dans un parc et le tue de 37 coups de couteau. Le 10 août 1993, Euronymous, leader de la scène black metal norvégienne, guitariste de Mayhem et gérant du label Death Like Silence Productions et de la boutique LVT, est assassiné par Varg Vikernes dans la cage d'escalier de son immeuble. Les mêmes membres de cette scène ont revendiqué les incendies d'églises qui se sont répandus en Norvège à cette même époque. Incendies qui ont d'ailleurs provoqué, au passage, la mort d'un pompier à Sarpsborg. Ces mêmes individus étaient également connus pour régulièrement envoyer des menaces de mort aux membres de la scène death metal européenne. Mais le compte ne s'arrête pas là. Le 14 janvier 2004, le leader de Windir se retrouve coincé dans une tempête de neige et meurt d'hypothermie. Une mort de circonstance pour un artiste qui a dédié sa musique à la majesté du Grand Nord. Et, le 13 août 2006, après un séjour en prison pour complicité de meurtre et la sortie d'un troisième album, John Notveit se tire une balle dans la tête durant la mise en œuvre d'un rituel sataniste. On pourrait continuer longtemps comme ça la liste d'actes suicidaires et meurtriers commis par des musiciens de la scène black metal. C'est un sous-genre musical qui a marqué son ADN du sceau de la mort, bien plus que beaucoup d'autres courants musicaux, comme pour ajouter à son œuvre le storytelling le plus crédible possible. La mort est un membre actif de la scène. Il est glaçant de voir à quel point les autres musiciens du courant black metal n'ont que très rarement montré des signes de tristesse ou de regret, comme si la mort leur glissait dessus, sans les affecter le moins du monde. On porte un masque, sous forme de peinture de guerre, car on confronte le bien, l'humanité tout entière, la vie elle-même.
Dans ses relents punk, païens et nihilistes des débuts, le black metal est un cri animal. D'une certaine façon, les premiers balbutiements de ce courant sont un hymne au chaos et à la destruction, le hurlement d'agonie d'un monde en fin de cycle, prêt à repartir de zéro. Un grondement cependant bien parasité par l'ego exacerbé de certains protagonistes de la scène et la politique, qui rappela ce genre musical à des conceptions très basses et matérialistes. Le black metal baigne bel et bien dans un océan de noirceur, un marasme morbide qui attire les esprits embrumés et noircit définitivement l'âme des plus vulnérables. Pas surprenant qu'il ait engendré le DSBM, Depressive and Suicidal Black Metal. C'est une vision moins guerrière et encore plus pessimiste de la vie, et dont les thématiques qui tourmentent ses initiateurs sont la tristesse, la solitude, la misanthropie, la maladie mentale et le suicide. Parmi les quelques noms qui ressortent, il y a Shining, dirigé par Niklas Gvarfors, un frontman au passé psychiatrique compliqué et au casier judiciaire bien entamé. Life Lover, dont le patronyme porte une toute relative ironie. Ou encore Silencer, le groupe d'un duo dont le chanteur se serait coupé les mains pour les remplacer par des pieds de porc. Oui, ça a fait rêver, mais c'est hélas totalement faux. Mais il existe aussi toute une couche plus souterraine du DSBM, des projets moins clinquants et plus confidentiels, souvent des one-man bands de chambre, dont l'art quasi-thérapeutique résonne avec les pulsions de mort de certains. S'il y a bien un autre sous-genre à qui la mort colle au basque, c'est le sludge. On y met moins de manières et on ne se cache pas derrière un romantisme arrogant. Le sludge, c'est la dure vérité, crachée au visage de qui veut l'entendre. C'est un genre musical à la croisée du punk et du doom, qui a été forgé dans le sale, la misère et la dépression, quelque part entre une crack house et un bayou de la Louisiane. Les injustices, la misanthropie et la douleur sont les refrains de ce genre musical qui met le doigt où peu de gens ont envie de regarder. C'est la carte que joue Tsurisaki Kiyotaka, un artiste japonais considéré aujourd'hui comme le photographe de la mort. Il a parcouru les régions du monde les plus risquées, équipé de son matériel photographique, afin d'immortaliser les ruines humaines. C'est l'album El Mundo Frio du groupe de sludge japonais Corrupted qui servira de BO à son film, The Wasteland. À moins d'être amateur de Mundo ou de Chocumentary, il est compliqué de s'immerger dans une œuvre aussi dévastée. Comme pour tous les disques de Corrupted, dont certains sont d'ailleurs illustrés par le photographe, la musique résonne avec ces images. Lourdes, crues, ravagées. On les classe dans le sludge, mais Corrupted repousse et explore les sonorités les plus extrêmes, allant jusqu'à la harsh noise. S'il n'est pas obligatoirement nécessaire d'être au fond du trou pour produire de l'art authentique, la tristesse, la colère, le désarroi et de manière générale avoir expérimenté la souffrance mentale furent des éléments déclencheurs de créativité et décisifs dans la vie de certains créateurs. La caricature de l'artiste torturé qui a besoin d'écrire ou de composer pour exorciser ses démons ne vient pas de nulle part, et parmi les clichés, certains d'entre eux ont eu bien plus de choses à raconter après s'être penchés au-dessus du vide. Personnellement, c'est la disparition de ma mère dans des conditions horribles qui m'ont rendu insensible à certains mots, ce qui est clairement un handicap. Mais c'est aussi l'événement qui m'a poussé à affronter beaucoup plus facilement certaines dures réalités, qui, d'une certaine façon, m'a appris à repousser mes propres limites. Le rock reste un héritier du blues, un style où les chanteurs et les chanteuses expriment leur tristesse et leur déboire. Dans le rock des années 60, on exploite beaucoup l'aspect récréatif des drogues pour composer et créer de l'art. C'est ce qui a d'ailleurs défini tout un pan de l'esthétique des groupes de l'époque. Mais la drogue ne permet pas d'ouvrir que les bonnes portes, et après la montée, il y a la descente. Le revers de la médaille, et de nombreux artistes y ont perdu leur santé mentale, quand ils n'ont tout simplement pas laissé la mort venir les cueillir. Pour se sentir vivant, certaines personnes prennent des risques, et vont aller provoquer la faucheuse sur son terrain, en succombant à toutes les tentations que le destin dépose sur leur route. Après tout, la vie est une fête, et on a toujours allègrement caricaturé l'amateur de rock ou de métal en soifard turbulent jamais rassasié. La faute à cette image d'un mode de vie décomplexé et en marge ont souvent envoyé les médias, les fans, mais aussi les groupes eux-mêmes. Bien avant que Lemmy Kilminster s'éteigne à l'âge de 70 ans, tout le monde se demandait comment le rocker avait réussi à passer entre les mailles du filet. Les nombreuses anecdotes hardcore liées à des groupes comme Ministry, Pentagram, Motley Crue ou Narc-Mixtium, pour viser large, nous laissent nous demander aussi comment ces musiciens ne sont pas morts d'accidents ou de maladies. C'est évidemment le cas pour certains qui y sont allés un peu trop fort. Et il faut dire aussi que ce n'est pas dans les moyens de tous de pouvoir s'offrir une cure, des diététiciens et des cours de yoga. Dans le glam metal par exemple, tout tournerait autour d'une vie de débauche. Alcool, drogue, groupie, comportement à risque. Que cela soit du marketing ou non, cette image colle à la peau du hardos. Et il est vrai que les afters de concerts et de festivals n'ont jamais été de tout repos. Le thrash metal aussi joue à fond cette carte du fêtard.
Certains artworks ou textes de chansons sont une incitation à la fête éternelle, sans s'inquiéter des conséquences. Une sorte d'ode à la vie insouciante, incitant à profiter au maximum du moment présent avant que la vie ne s'arrête, quitte à la consommer plus vite. Life fast, die young, disaient les punks. C'est d'ailleurs en réaction à toute cette culture destroy de la débauche, en partie héritée du punk, que naît le hardcore youth crew, qui va essayer de ramener sur le devant de la scène les valeurs straight edge. Pas d'alcool ni de drogue, régime vegan, pas de promiscuité sexuelle, une façon de repousser les accomplissements de la faucheuse via une hygiène de vie la plus saine possible. Vivre des siècles, traverser le temps, et pourquoi pas devenir éternel, sont des chimères que tout être humain a au moins une fois fantasmées. Braver la mort parce qu'on a envie de voir la suite, voir comment l'humain va s'en sortir dans sa périlleuse traversée du temps, quelle solution va-t-il trouver pour perdurer dans le cosmos, à quoi ressemblera le monde dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, toutes ces questions fascinantes qui malheureusement pour nous, les hommes et les femmes du XXIe siècle resteront sans réponse. Mais la science-fiction, que la réalité rattrape bien souvent, est déjà venue faire ses propositions. On les retrouve chez Meshuggah et Cybrid par exemple, avec ces dieux-machines omniscients, mais qui ne rassurent absolument pas quant à la façon de faire pour rendre la conscience humaine impérissable. Il existe deux routes dans la quête de l'éternité. La plus utopiste, ou irrationnelle selon le point de vue, est la solution scientifique. Une proposition finalement matérialiste qui incite la science à repousser les frontières du possible en allongeant chaque jour un peu plus notre espérance de vie. Terrifié par l'idée de redevenir poussière, ou simplement par le fait de vieillir et de voir ses facultés physiques et mentales se dégrader, l'homme cherche à s'arracher de cette carcasse finie et périssable. On encourage l'idée du transhumanisme et on a de moins en moins de mal à anticiper un homme fusionnant avec la machine. Et comme il a été proposé dans de nombreux récits de science-fiction, on peut fantasmer un humain aux organes bioniques, une intelligence créée à partir de data. Pourquoi ne pas imaginer une humanité futuriste, rassemblée en un noyau de conscience collective, battant à l'unisson à l'intérieur d'un paradis artificiel, ou d'un enfer? Car si nous sommes bien heureux d'une science qui permet une existence décente, certaines dérives nous ont plusieurs fois avertis du danger qu'insinue le fait de se prendre pour Dieu. L'humain est prêt à tout, terrorisé par cet obscur infini qui se dresse devant lui. Il s'est donné comme challenge de le combattre, comme s'il pouvait défier la mort elle-même. Car maintenant que nous avons goûté à l'existence, nous sommes comme des enfants capricieux, refusant d'aller nous coucher, et nous faisons tout pour prendre la place du démiurge. On se reproduit, on laisse traîner des gènes, car c'est à ça que la nature nous a destinés. Mais qu'en est-il de notre identité propre, celle qui finira par se perdre aux confins des étoiles? Le deuxième itinéraire vers l'immortalité, le plus accessible à tous, et le seul dont on sait qu'il fonctionne déjà, c'est celui des rêveurs, des penseurs et des artistes. Celui de ceux qui marquent le monde de leur passage, inscrivent leur œuvre dans le temps. Celui de ceux qui cherchent à tutoyer les cieux. Dans le monde de l'art et des idées se cache un véritable vecteur d'éternité. C'est dans cet interstice improbable, dans cette déchirure du continuum espace-temps que se terre la rédemption, et le seul moyen d'apporter de la lumière dans cette marche funèbre vers notre destin. Tout laisse donc croire qu'on ne vivra plus que dans les souvenirs des vivants. La vie serait comme un purgatoire où on modèle l'esprit de nos semblables avant de retourner à l'obscurité, une courte anomalie au milieu du néant, un fil d'existence infiniment petit auquel nous n'aurions jamais dû avoir accès et auquel nous nous accrochons coûte que coûte. L'idée glaçante que ce que nous sommes et ce que nous avons connu disparaîtront un jour est difficilement acceptable. Notre esprit n'est même pas vraiment capable de conscientiser une telle chose, et nous sommes pourtant tous confrontés à elle. La mort sur son cheval pâle, la faucheuse sous son drap noir, et puisqu'il faut transcender le temps et confronter la mort, nous créons, chacun à notre façon, nous essayons de redéfinir le monde à l'image de qui nous sommes, car, inconsciemment, en restant en vie, nous cherchons à devenir éternels. C'est peut-être l'unique chose un peu rassurante avec l'au-delà, c'est qu'à l'instar de milliards d'autres avant nous, nous allons tous, sans exception, emprunter ce passage sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Nous redeviendrons poussière et nous rejoindrons les planètes desquelles nous sommes nés. Car en ayant été mis au monde, nous avons tous levé les amarres vers les étoiles, car nous nous dirigeons tous, inéluctablement, vers la nuit éternelle. Nous sommes le 20 avril 2066, et si mon enveloppe charnelle n'existe plus, je sais qu'une petite partie de mon âme pulse encore.
à l'intérieur de certains d'entre vous.